vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, c'est vendredi, on est ravis de vous accueillir, on espère que tout va bien. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Comment ça va mon Philippe? Oh, toujours en pleine forme d'être en votre compagnie. Non, c'est gentil, il est gentil Philippe David. Et comment s'est passé cette semaine Philippe David? Des choses à dire, peut-être des remontrances, non, des politesses, extraordinairement bien. En votre compagnie, de toute façon, ça va toujours bien. Hein. Regardez, je vous fais des cœurs. Oh bah moi je vous l'ai fait aussi, tiens, comme ça, vous voyez. C'est beau, c'est beau. Un peu comme dit Maria quand il mettait un but. Voilà, là. Oui, je vous remercie, j'adore la comparaison. Allez, on est ravis de vous accueillir au 0826 300 300, le sommaire de cette émission. Aujourd'hui, le grand débat du jour à 17h30. J'ai tout perdu, mais je suis debout, réagit Julien Bayou après le classement sans suite de la plainte d'une ancienne compagne. Pas d'infraction, tranche le parquet de Paris après les accusations télévisées de harcèlement psychologique par Sandrine Rousseau. L'ancien dirigeant des écologistes avait perdu tous ses mandats et ses fonctions politiques. Alors parlons vrai, est-ce que tout est permis désormais pour détruire un adversaire politique? Et à cette question, classement sans suite, Julien Bayou doit-il poursuivre Sandrine Rousseau pour dénonciation calomnieuse? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Aurore Boyard, sera avec nous, avocate, experte en droit familial, engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis, le coup de projecteur des Vraies Voix à 18h40, Emmanuel Macron parle de la guerre en Ukraine en live sur TikTok avec les internautes. Je vais dire à Donald Trump, tu ne peux pas être faible face au président Poutine, ça n'est pas toi, a averti le chef de l'État. Le président des États-Unis saura à quoi s'attendre lors de leur rencontre. Well done. Parlons vrai, comprenez-vous la communication d'Emmanuel Macron? Et à cette question, Macron a-t-il eu raison d'annoncer ce qu'il va dire à Donald Trump? Vous dites non à 89%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Moreau-Chevrolet sera avec nous, consultant en communication politique et professeur à Sciences Po et senior partner chez Iconic. On vous souhaite la bienvenue, Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et autour de cette table, Tom Conan est avec nous. Bonsoir Tom. Bonsoir. Comment ça va Tom? Ça va très bien, super. René Chiche est avec nous, rédacteur en chef du groupe Entreprendre. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous revoir. Bonsoir monsieur. Ravi. Monsieur Chic. Et pour ça, voilà. Daniel Evenou est avec nous, actrice. Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. Bravo, et bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Et oui, aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mais ne me demandez pas quel est mon âge, je vous répondrai. De toute façon, je ne fais rien, même pas mon âge. Et voilà. Et puis on vous a fait un beau cadeau d'anniversaire. Hein. Ah ouais. Pour votre première des Vraies Voix, il n'y a pas Bilgère. Alors vraiment, ça c'est sympa. J'ai eu un cadeau, j'ai un collier. Elle a eu un cadeau, c'est un collier. Collier, C'est oui. un collier. Ouais. Offert par nos deux amis là. Mais d'accord. il n'y a pas de laisse. Il y a un collier, mais il n'y a pas de laisse. C'est dommage. Ça c'est une blague qui a du chien. Oui, ça c'est exactement. Oh, dites donc, quel après-midi. Il est très très fort, attention. Très très fort. Ouais. Je le connais peu. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Vous allez apprendre à le connaître. Et la première fois, il a plus parlé que moi. C'est pour vous dire. Allez, le 0826 300 300, Ludovic de Mont-de-Marsan est avec nous. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir aux Vraies Voix. Oui. Et vous vouliez revenir sur l'index professionnel d'égalité homme-femme. Oui, tout à fait, Cécile. Pour expliquer ce que c'est, donc c'est un outil qui résulte d'une loi de septembre 2018 qui mesure les écarts de rémunération des sexes et mettre en avant les disparités, et dont la déclaration pour les sociétés de plus de 50 salariés sera à faire avant le 1er mars. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait une égalité professionnelle sur compétences et métiers équivalents quand ils existent. Bon, sauf aux Vraies Voix, parce que votre talent, Cécile, par rapport à Philippe, n'est plus approuvé. Mais je peux vous épouser à partir de demain 17h. il faut que je divorce avant. Alors. Ah ouais, d'accord. Ok, je vous laisse jusqu'à 18h alors. Et pour faire un peu simple, ce calcul se base sur 100 points derrière un simulateur complexe et une notice complexe qui varie selon la taille de l'entreprise et qui se base aussi sur un index avec des risques pour les sociétés de pénalités fiscales en fonction du résultat. Ouais, et je me demande surtout si les priorités du ministère de l'économie et autres ministères ne devraient pas s'axer sur la relance économique ou l'intelligence économique, la lutte contre les fraudes, la réindustrialisation, la création d'emplois, la participation chère au général de Gaulle, la productivité, où on peut se dire que celle des fonctionnaires du coup de ce ministère est nulle par rapport à cette usine à gaz.
Alors, Les garçons, on va commencer par les... J'ai failli le faire comme coup de gueule en plus que j'ai regardé. C'est d'une telle complexité. Et vous pouvez vous prendre l'inspection du travail qui va vous tomber dessus si vous n'avez pas des bons indices ou que c'est mal rempli. Je me dis, le choc de simplification... C'est pas pour demain. Ah oui, non, c'est pas à l'ordre du jour. Mais en même temps, bon, ça rentre quand même dans une époque aujourd'hui où quand même l'égalité quand même salariale entre les hommes et les femmes doit être mise en avant dans tous les secteurs d'ailleurs. Hein. Absolument. Même si effectivement il y a toujours beaucoup de complications administratives pour essayer de mettre ça au point en fonction des entreprises, etc. Mais bon, je comprends ce que dit l'auditeur, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi s'adapter maintenant à notre époque. Et il y a quand même des progrès en plus quand même au niveau salarial dans tous les domaines. D'ailleurs, cher Daniel, je sais pas si d'ailleurs, je peux poser une question à Daniel. Oui. Est-ce que entre acteurs et actrices, il y a une égalité salariale? Non. Non. Oui. Ah non. Oui ou non? Tout à fait, Mais apparemment. non, il n'y a pas de différence. Non, ça n'existe pas. D'accord. Ça dépend de votre Allez. popularité. Oui, Bah oui. d'accord, ok. Tom, En haut de l'affiche, en bas de l'affiche, à gauche, à droite. Non mais c'est vrai qu'avec des objectifs louables, on peut parfois effectivement pervertir la cause, même lorsqu'elle est juste. Effectivement, J'allais te dire. la vraie Absolument. tendance, effectivement, parfois le mal français, en tout cas l'un des mots français, c'est quand même ça, c'est parfois de trop complexifier, de trop bureaucratiser, alors qu'en réalité, peut-être que les objectifs simples, difficiles peut-être à atteindre, mais au moins simples à comprendre, sont importants. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Les gens, même les entrepreneurs, souvent, je pense, on sont OK pour faire des modifications en interne, en tout cas ceux qui sont de bonne foi. Mais effectivement, Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne peuvent pas financièrement, c'est compliqué. Mais lorsqu'on bureaucratise trop, je trouve qu'on a tendance effectivement à pervertir un petit peu l'objectif. C'est un peu dommage et c'est un réflexe un peu trop systématique parfois. Ludovic, merci beaucoup pour ce sujet. Vous restez notre vraie voix. Vous serez avec nous au Qui c'est qui l'a dit dans quelques minutes et bien entendu pour le grand débat du jour dans quelques instants. En attendant les 3 mots dans l'actu, on fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est très agréable. On a une pensée pour Philippe Bilger quand Ah même. oui, Hein. Il bien va sûr. bien. Hein. Il va bien, Il oui. est juste parti en week-end il est au au Cap d'Agde. Au Cap Ouais. d'Agde, Bien comme sûr, d'habitude. On m'avait dit les Maldives, mais j'ai peut-être mal entendu. Non, mais il a Avec oublié. Françoise Degois. Le Avec Françoise Degois, seul d'ailleurs. problème, Ah bon, c'est ça, j'y qu'il a balance oublié pas. son maillot. Ah mince. Oh ben là-bas, excusez-moi, c'est purement optionnel. Hein. Accessoire. Accessoire, oui. Voilà, c'est juste pour dormir, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. En tout cas, autour Donc de si cette vous le table. croisez au fucking Blue Boy, dont parle régulièrement Guy Carlier, c'est bien lui, c'est pas quelqu'un qui lui ressemble. Mon Dieu, comment on fait des réputations. Danielle Evenou est avec nous, actrice. Bonsoir Danielle. Bonsoir. Bonsoir. J'adore. Bonsoir. Avec Tom Conan, artiste et Rebonsoir. auteur. René Chiche. C'est Conan ou Canon? Conan. Non, Conan. Canon, c'est les imprimantes. Et Conan, c'est moi. Je viens juste après l'imprimante. Les ouais, Non, mais Non, mais c'est mieux. Canon. Hein. Non, Can- Conan. non, ouais. Faut penser à l'imprimante et moi je suis de l'autre rive. Mais Voilà. qu'est-ce qu'une imprimante? Si vous saviez, je n'en ai pas chez moi. Vraie question. Je Et montrerai. c'est vrai, en plus, je n'ai pas d'imprimante. Non, c'est comme le barbare. Faut se dire le barbare. Comment le barbare Conan, Qu'est-ce qu'un Conan. barbare? Ouais, c'est une marque c'est toute mon enfance. ça. Non, c'est pas c'est Conan le barbare. Oh là, écoutez, bonjour. Il y a un charmant jeune homme qui vient d'arriver à ma gauche, donc là, moi, je vais peut-être comprendre Qui tient tout à ce qu'il dire que me ça dit. peut être un appareil photo aussi, Canon. Oui, Ouais, exactement. Oui, ouais. j'allais le dire, mais Ouais, j'ai je pas pensais pu en plus à placer l'appareil une, photo, donc moi. j'attendais de pouvoir le dire. Ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. Excusez-moi, si il y vous avait voulez. aussi René Chiche, hein. Vous l'avez pas dit. Je l'ai pas Non, dit. non, mais bon, Qui n'est Mais pas donc, une j'en imprimante. Hein, Alors, Profitez et- une seconde oui. pour dire bon anniversaire à Daniel et D'accord. aussi, si je peux me permettre, Allez-y. un bon anniversaire aussi à ma petite-fille Gloria, qui a 29 mois aujourd'hui. Voilà, je voulais. D'accord. Incroyable. Daniel, C'est- Gloria, voilà. Vous avez d'autres messages personnels à passer? Alors oui, alors il y a ma gardienne, Mme Simoès. Ouais. Je lui dis que le coursier est passé à 19h30 et non pas à 19h. Très bien, c'est bien. Voilà, comme ça, on a J'adore. tout. Allez, tout de suite les 3 mots de l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont salut, mécanique et violation. Jordan Bardella annule sa participation à une conférence à Washington suite au salut nazi d'un participant hier. François Bayrou dénonce une mécanique du scandale digne de l'affaire Baudis pour l'entacher lui et son épouse dans l'affaire Notre-Dame de Bétarame. Enquête ouverte pour viol sur l'un des 3 gardés à vue, prescription pour les 2 autres. Et puis le corps d'une femme restitué hier n'était pas celui de l'otage Shiri Bibas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet de faire payer au Hamas sa violation cruelle de l'accord de trêve. Les vraies voix Sud Radio.
Une provocation, terme employé par Jordan Bardella pour annuler sa participation à la conférence d'action politique conservatrice à Washington. Il devait s'y exprimer aujourd'hui, sauf qu'hier, à la tribune, un autre participant, Steve Bannon, a tendu le bras dans un geste sans équivoque. C'était lors du discours inaugural, l'ancien conseiller de Donald Trump, comme emporté par son élan en pleine diatribe. The only way that they win is we retreat, and we're not going to retreat, we're not going to surrender, we're not going to quit. Fight, fight, fight! La seule façon de ne pas remporter la victoire, c'est de se rendre. Nous n'allons pas battre en retraite. Fight, fight, fight. Combattez, combattez, combattez. Ces mots qu'avait employé Donald Trump durant la campagne après sa tentative d'assassinat. Et là, paf, le bras de Steve Bannon qui se tend d'un seul coup. Réaction du président du RN à cette tribune. Alors que je n'étais pas présent dans la salle, l'un des intervenants s'est permis par provocation un geste faisant référence à l'idéologie nazie. Par conséquent, j'ai pris la décision immédiate d'annuler mon intervention prévue cet après-midi lors de l'événement. C'est ce qu'indique Jordan Bardella dans un communiqué, un geste qui rappelle évidemment la polémique sur celui d'Elon Musk après l'élection de Donald Trump. Alors le geste d'Elon Musk, ça pouvait être interprété à un salut de bel ami. J'avais expliqué ce que c'était, qui avait été en vigueur aux USA pour le salut au drapeau jusqu'en 42, mais là j'ai vu la vidéo avec Bannon. Là il y a aucun doute. Là il n'y a pas le moindre doute. Ouais. C'est quand même complètement fou, non, de faire un salut nazi à une tribune. Mais l'autre salut, vous l'appelez comment, bel ami ? Le salut de bel ami. Oui. Expliquez-moi. C'est-à-dire que quand on rendait hommage aux couleurs aux États-Unis, alors je vais pas faire le geste pour pas qu'il y ait des vidéos coupées, vous mettiez la main sur le cœur comme les Américains font pendant l'hymne américain et vous tendiez le bras à la romaine. Avec César. Voilà. Et le truc, c'est que là, par exemple, il ne met absolument pas la main sur le cœur, il tend directement le bras. Là, il n'y a pas de... Vous avez vu, Cécile, il n'y a pas d'équivoque. Non. C'est quand même fou. Vous savez, on peut se demander si Bannon, qui d'ailleurs déteste Musk, ils se haïssent tous les deux, n'a pas fait ce geste un peu par provocation pour essayer de créer un climat un petit... Parce que Bannon, vraiment, déteste Musk, parce que Musk, en fait, a pris sa place qu'il avait avant de... Voilà, exactement. Et par contre, même si je ne vote pas pour eux, on ne peut que saluer quand même la juste et honorable décision de Jordan Bardella. Absolument. Voilà, je ne vote pas RN, mais je reconnais qu'il a eu une attitude digne et un peu naturelle quand même. Bon. Oui, c'est quand même la moindre des choses, mais c'est quand même effrayant parce qu'au-delà du caractère indicible du geste en question que vous avez très bien rappelé, mais on se dit mais pour qui ces gens se prennent ? Enfin, à quel moment est-ce qu'ils se pensent à ce point-là au-dessus des lois ou de la morale commune pour se permettre ce genre de choses ? Enfin, c'est quand même inconcevable. Les provocateurs, c'est terrible. Inconcevable. Quelles que soient en tout cas les conséquences. Deuxième mot, la mécanique du scandale dénoncé par François Bayrou dans l'affaire Notre-Dame de Bétharram. Avec une information judiciaire ouverte pour viol sur un seul des 3 gardés à vue, les 2 autres bénéficient de la prescription pour des faits qui remontent jusqu'à 70 ans. Beaucoup d'autres mises en cause d'ailleurs ne sont tout simplement plus en vie. Des garçons de 9 à 17 ans vivaient dans un climat de terreur au sein de l'institution, écrit le procureur de Pau dans un communiqué. Et dans ce contexte, François Bayrou a donc réagi lors d'un déplacement à ces informations selon lesquelles lui et son épouse étaient au courant. Vous voyez bien la mécanique du scandale qu'on cherche. La mécanique du scandale, c'est on dit des choses toujours plus insupportables les unes que les autres, toujours plus invraisemblables les unes que les autres. Ces protagonistes, je ne les connais pas, ma femme ne les connaît pas non plus. Mais n'utilisez pas des mots qui sont faits pour faire monter la tension. Moi, je dis les choses comme elles sont. Cette mécanique du scandale, qui vise à toujours faire monter la tension, je la connais très bien, c'est la mécanique de l'affaire Baudis. Et puis on s'est aperçu au bout du compte qu'il n'y avait rien. Le Premier ministre François Bayrou tout à l'heure ici au micro de l'AFP. Réaction de Révoix. Bon, déjà, je trouve qu'il ne peut pas comparer ce qui lui arrive avec l'affaire Baudis, ça n'a rien à voir. Baudis, ça a été horrible. C'était absolument. Baudis était vraiment accusé de participer à des soirées, etc. De traverser le bois de Boulogne. Peut-être que c'est ce qui l'a tué, parce que le pauvre, après ses accusations, il a développé un cancer, il en est mort. Exactement. Mais c'est vrai. Alors bon, c'est vrai qu'on peut s'interroger, je pense que vous avez dû le faire, sur le fait que cette affaire sorte maintenant, alors que Bayrou est Premier ministre. Ça c'est vrai, ça fait quand même des années que ça dure, c'est visiblement... Mais je trouve que Bayrou, dans cette histoire, il est très mauvais en termes de communication. Mais je crois que personne ne le conseille. Oui, non, vous avez Moi, raison. je ne suis pas libre. Vous avez raison, personne mais je pourrais peut-être le conseiller. Mais on ne comprend plus rien à ce qu'il dit. Il y a quand même le témoignage de cette professeure. Qui est sorti ce matin. Qui est sorti quand même.
Qui est quoi? Dites-moi. Qui est une ancienne professeure, qui était une collègue de Madame Bayrou, qui était professeure de catéchisme, elle, dans le même établissement Bétarame que cette professeure, qui a dit qu'elle avait, je ne veux pas être trop long, excusez-moi, qui a dit qu'elle avait informé Madame Bayrou de ce qui se passait dans cet établissement et que Madame Bayrou avait dit, on ne peut rien faire, en gros c'est ça, quoi. Quelle horreur de... Mais attendez, je n'accuse personne. Mais vous êtes charmant, monsieur Chiche. Vous êtes gentil. Continuez de parler. Merci. Je peux chanter si vous voulez. Après, Daniel, bienvenue. Les amis, le sujet est un peu grave. Ça sent l'omerta. Désolé de le dire, mais ça sent l'omerta et que, comme Mediapart, comme on dit, feuilletonne, sort les épisodes les uns après les autres. Ça rappelle l'affaire Fillon avec le canard enchaîné. Ça peut que mal se terminer. Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il a vraiment eu des informations et qu'il a rien fait en conséquence, ça me rappelle un peu le truc avec Sciences Po, vous savez, par rapport à l'affaire c'est du Olivier Duhamel, c'est bien, si je ne veux pas me tromper sur... Olivier Duhamel. Non, parce que comme je sais qu'il y a plusieurs Duhamel, je ne veux surtout pas me tromper sur... Ça n'a pas été feuilletonné, ça a été dit de la famille Agrandé. Non, mais c'est-à-dire qu'il y avait pareil une information de plusieurs personnes de Sciences Po qui n'avaient pas réagi dans les temps. Vous savez, il y a eu un peu ce genre d'histoire. Donc si jamais, effectivement, Bayrou est dans cette situation-là, évidemment, il aurait évidemment tout intérêt à prendre les devants et à démissionner, par précaution et pour reconnaître effectivement un manquement éventuel, une négligence. Évidemment, je parle au conditionnel, bien entendu, si d'aventure c'était le cas. En revanche, ce qui est indispensable, c'est quand même de creuser l'affaire elle-même. Il me semble que c'est quand même ce qui est quand même le plus important. Et on se dit qu'effectivement, il doit y avoir beaucoup d'établissements de ce type-là. J'ai cru voir qu'il y avait des contrôles qui allaient être intensifiés. Et ça, c'est quand même aussi très important en parallèle. Daniel Evenou, un mot peut-être? Sur l'affaire de Bétarame qui est terrifiante quand même. C'est horrible, mais Madame Bayrou est mal aussi dans cette histoire. Là, elle est accusée aujourd'hui. Là, vous avez totalement raison. Il ne va pas accepter qu'on parle de sa femme, Monsieur Bayrou. C'est pas quelqu'un qui la met en avant. Jamais on n'a parlé d'elle. C'est vrai. On parle d'elle pour la première fois parce qu'elle s'est tue. Donnant des cours de catéchisme. Troisième mot, violation. L'un des 4 cercueils restitués hier par le Hamas ne contenait pas la dépouille de la bonne personne. Les corps d'enfants étaient bien ceux des enfants Bibas. En revanche, le cercueil présenté comme étant celui de leur mère chérie contenait en réalité la dépouille d'une autre femme. Les corps ont été mélangés par erreur dans les décombres, affirme un responsable du Hamas qui promet une enquête. Une violation cruelle et perverse de l'accord de trêve, réagit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La cruauté des monstres du Hamas ne connaît pas de limite. Ils ont non seulement enlevé le père, Yarden Bibas, la jeune mère, Shiri, mais aussi leurs 2 enfants en bas âge. Avec un cynisme inimaginable, ils n'ont pas rendu Shiri à ses petits-enfants, les petits anges, et ont au contraire placé le corps d'une femme de Gaza dans un cercueil. Nous agirons avec détermination pour ramener Shiri à la maison ainsi que tous nos otages, les vivants et les morts. Et nous veillerons à ce que le Hamas paie le prix de cette violation cruelle et perverse de l'accord. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avec la traduction de Baptiste Andrieux pour Sud Radio. Pourrait-elle être vivante? Ça, on a plus que des doutes. Les enfants sont morts. Là, par contre, il n'y a pas... Là, on a dépassé déjà la l'ignominie depuis très longtemps, mais là, je ne sais plus quoi dire, moi. Oui, on peut. Surtout que le Hamas avait fait dire au mari qu'il allait bientôt retrouver sa femme et ses enfants et que ça allait être le bonheur. C'est le summum de l'ignominie. Oui, moi, depuis 2 jours, je suis dans un état, franchement, moral. Il faut aussi penser. Et aussi, il faut aussi une pensée pour. Vous savez qu'on a un compatriote, là, franco-israélien, qui serait sur la liste des morts. Oui. On peut le noter, on peut le nommer. Ohad Yahalomi. Oui. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. J'ai tout perdu, mais je suis debout. Julien Bayou réagit à ce classement sans suite de la plainte à son encontre. Alors parlons vrai. Est-ce que tout est permis désormais pour détruire un ou une adversaire politique? Et à cette question, classement sans suite, Julien Bayou doit-il poursuivre Sandrine Rousseau pour dénonciation calomnieuse? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir au délai vraie voix. Attendre vos appels au 0826 300 300. Aurore Boyard est avec nous, avocate experte en droit familial engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Maître, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une petite question courte juste avant le débat. Faut-il arrêter de prendre toute dénonciation pour parole d'évangile? Alors, parole d'évangile, oui, effectivement, il faut arrêter de les prendre pour parole d'évangile, mais par contre, les prendre au sérieux, oui, bien évidemment. On en parle dans un instant. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va toujours, mon Philippe? Ça va toujours. Cette dernière journée de la semaine que l'on vous souhaite gaie et généreuse, en tout cas qui annonce un bon week-end. Autour de cette table, notre nouvelle vraie voix, j'ai envie de dire. Comment ça va, Daniel Evenou? Divinement bien, j'adore la radio. C'est vrai? C'est une drogue. C'est vrai? Oui. Oui. J'ai eu une émission à une époque avec Jacques Pessis. Qui s'appelait Un salon extraordinaire pendant 2 ans. Oui. Lui parlait et moi aussi. Nous faisions de la radio. C'est le principe. On vous remercie. Tom Conan est avec nous et René Chiche. Bonsoir. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'ai entretenu vraiment très longuement, je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser la santé morale des femmes. C'est Kafka. Voilà. Au-delà de mon cas personnel, je crois que c'est vraiment irresponsable de lancer des accusations sans étayer. Je ne regrette absolument rien et vous ne me ferez rien regretter. C'est que si je dois quitter la politique pour avoir défendu les femmes, eh bien ce sera un honneur. Bayou vient de voir la plainte déposée par son ex-compagne, classée sans suite par le parquet de Paris, non pas pour infraction insuffisamment caractérisée comme c'est toujours le cas, mais pour absence d'infraction. Fin de l'histoire. La porte-parole du parti me disait hier soir, si Bayou le souhaite, il peut redemander à adhérer. J'ai tout perdu, mais je suis debout, réagit Julien Bayou après le classement sans suite de la plainte d'une ancienne compagne. Pas d'infraction, tranche le parquet de Paris. Après les accusations télévisées de harcèlement psychologique par Sandrine Rousseau, l'ancien dirigeant des écologistes avait perdu tous ses mandats et fonctions politiques. Alors parlons vrai, est-ce que désormais une simple dénonciation suffit pour briser un homme ou une femme? Ça pourrait marcher dans l'autre sens. Et à cette question, classement sans suite, Julien Bayou doit-il poursuivre Sandrine Rousseau pour dénonciation calomnieuse? Moi je réponds. Vous dites oui à 94%. Ah bah moi aussi. Votez au 0826 300 300. Aurore Boyard est avec nous, avocate experte en droit familial engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Maître, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous disiez quoi il y a quelques instants? Daniel, c'est une inquisitrice cette femme, elle me fait peur, Sandrine Rousseau. Ah bon? Elle confond le féminisme et la chasse à l'homme. Oh. Non, moi je suis... Vraiment, cet homme a été miné, enfin je sais pas, ils l'ont tué complètement. Comment va-t-il faire pour remonter la pente? En tout cas, il est charmant. Ah, bah, très bien. Regardez. On lui dira. Non, mais je voulais dire, c'est mon anniversaire. Alors, c'est vrai que bon, pour Julien Bayou, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Bon, en même temps, c'est malheureusement symptomatique des querelles assassines et des guerres intestines que se livrent les Verts à chaque fois. C'est le parti où ils se livrent des guerres sans merci, mais là, c'est terrible. Alors, ce qu'a fait Sandrine Rousseau, et pour moi, est aussi c'est impardonnable. En fait, il y a plusieurs sujets qui sont... Exactement. Exactement. Voilà. C'est aussi, il y a des luttes politiques, des luttes d'ambition. Ce qu'elle a fait, en plus, moi, je sais pas si vous l'avez vu, moi, j'étais devant la télé, je l'ai vu en direct aussi faire ce qu'elle disait. Mais alors, par contre, pour répondre vraiment à votre question très précise sur la radio, plainte pour dénonciation. Est-ce qu'elle a fait une dénonciation calomnieuse? Parce que quand vous dites sur un plateau de télé, j'ai été avec une femme qui a été brisée parce qu'elle était avec lui, ça s'appelle une dénonciation. Désolé. Oui, mais enfin, on va demander à Maître Boyard. Sur le principe, je suis d'accord avec vous, mais mais maintenant, si on parle en termes juridiques, puisque nous avons une avocate avec nous, est-ce que juridiquement, s'il faisait il se portait plainte avec ce recours avec ça, est-ce que ça serait retenu par la justice? J'aimerais bien le savoir après. Alors, on n'a évidemment pas tous les éléments. Moi, je peux pas me prononcer comme ça sur des éléments. Est-ce que vraiment, quel est l'état de cette plainte? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Enfin voilà, on n'a absolument aucune idée. Le procureur dit il n'y a rien. Non, mais je veux dire, quelles sont les raisons? Est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière qui ont motivé cela? J'en ai absolument. Compte politique, etc. J'en sais rien. Non, mais voilà, des différents autres. Je absolument aucune idée. Donc on ne peut pas se prononcer sur le fond. En revanche, c'est certain, c'est que oui, le combat lui doit continuer. Ça me semble évident. Après, la question évidemment de la forme peut poser question. Sur l'emploi du conditionnel. Moi-même, tout à l'heure, quand on parlait, vous savez, de l'affaire Betaram, etc., je pense qu'il y a des précautions oratoires à prendre, ça c'est certain, lorsqu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas des éléments suffisamment probants. Ça c'est certain. Vous ne pouvez pas, je vais donner la parole à Maître, oratoires, c'est sûr. Vous ne pouvez pas outer quelqu'un. C'est faux. Bien sûr. Si c'est la personne, si la victime parle d'elle-même, oui, mais vous ne pouvez pas dire j'ai entendu dire ou on m'a dit que. Enfin, personne. Si on n'a pas d'éléments suffisamment clairs, oui, bien sûr. Va nous mettre tout le monde d'accord. Aurore Boyard, avocate experte
experte en droit familial et engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Quel est votre avis sur cette affaire? On peut porter plainte. D'abord en tant que femme et après en tant qu'avocate. Oui. Ce que je voudrais préciser, parce que tout à l'heure j'ai entendu, on a expliqué que c'était peut-être une première fois qu'il y avait un classement sans suite pour absence d'infraction. Non, ça arrive. Il est clair qu'on a beaucoup plus de classements sans suite sur infraction insuffisamment caractérisée, mais pour absence d'infraction, cela arrive. Moi, j'ai eu des dossiers qui ont été classés pour absence d'infraction. Donc c'est vrai que c'est important parce que ça peut laisser une voie à la personne qui a été mise en cause pour pouvoir soit agir en dénonciation calomnieuse ou peut-être aller même sur un terrain civil sur une notion de faute en considérant que la personne aurait commis une faute et dans ce cas-là, il faut démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice parce qu'on parle souvent du pénal mais il y a le civil aussi qui est là et qui peut permettre de réparer. Surtout que par rapport à ce qu'il explique, il a quand même des incidences financières, des incidences réputationnelles importantes. Ce que je tiens aussi à préciser, c'est que là, on a un classement. Il faut savoir que la victime a une possibilité de contester ce classement aussi. Donc, la procédure qui sera ouverte en fait aux mises en cause. Donc, lorsque définitivement, il aura été statué sur le fait qu'il ne peut absolument pas être mis en cause et poursuivi. Ça veut dire que dans un cas d'un classement sans suite, en règle générale, on peut, si on n'est pas d'accord avec le classement sans suite, faire un recours auprès du procureur général. Ou selon le type d'infraction, on peut saisir un juge d'instruction dans le cadre d'une plainte avec une décision de partie civile. Donc, la question qui se pose là aujourd'hui, c'est est-ce que la plaignante va saisir le procureur général, va contester finalement ce classement sans suite. Mais la deuxième question, quand vous dites il pourra faire une demande de réparation, est-ce que c'est via la victime ou via Sandrine Rousseau? Alors, il peut... tout dépend en réalité, il peut très bien agir contre les deux. Ça sera lui de choisir la voie procédurale qu'il va utiliser. Voilà. Après, pour véritablement se positionner sur un dossier, et je dirais que notre intervenante tout à l'heure me faisait sourire parce qu'il a un réflexe d'avocat, c'est qu'effectivement, tant qu'on ne connaît pas le dossier, c'est extrêmement compliqué de dire ce qu'il y a dedans. Et il vaut mieux parler effectivement au conditionnel. D'ailleurs, nous, avocats, lorsque nous envoie des lettres comminatoires à quelqu'un d'autre, on parle toujours au conditionnel parce qu'on n'est pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc là, ce que nous devrait faire l'avocat de la plaignante, c'est demander la copie du dossier, comme va le faire également très certainement l'avocate de Julien Bayou, pour voir en fait dans le dossier, question qu'on peut se poser, est-ce que tout le monde a été auditionné? Est-ce que l'enquête qui a été faite est une enquête véritablement poussée, très fouillée? On ne le sait pas. Ils ne le sauront que lorsqu'ils auront la copie du dossier. Daniel Evenou, vous avez connu l'époque où le féminisme, c'était quelque chose qui était quand même très libérateur, parce que quand on pense qu'une femme ne pouvait pas signer un chèque jusqu'en 1965, c'était quand même surréaliste. Quelle idée vous avez aujourd'hui de ce qui est devenu le féminisme? Ça vous fait peur? Ah bah quand c'est un féminisme comme ça, oui. Comme Sandrine Rousseau. Mais c'est horrible, je suis désolée, maître, de vous dire ça. Vous la connaissez peut-être? Non, mais peu importe si elle la connaît. Je suis complètement d'accord avec vous. Vous savez, moi, très souvent, je dis que je suis féministe, mais que je ne suis pas une féministe engagée. Vous ne verrez jamais aller manifester ni quoi que ce soit. Mais j'ai une vision du féminisme qui n'est pas d'accuser sans preuve ou d'accuser faussement un homme. Eh bien, je suis bien d'accord avec vous. Et j'estime qu'en plus... on a tout à gagner à ce que des hommes deviennent féministes et nous soutiennent. C'est-à-dire que je n'aime pas tout ce qui est excessif, ne sert strictement à rien. C'était Talleyrand qui le disait, il avait bien raison. Mais vous avez dit le mot qu'il fallait, elle est excessive. Mais va-t-il être réhabilité? Peut-il être réhabilité? Alors après ce lynchage en direct, parce que c'était vraiment ça. Excusez-moi, il n'a pas pu se représenter aux législatives déjà. Il a une perte d'argent, une perte de réputation. La perte, elle est multiple. De toute façon, ça c'est clairement après lui effectivement de voir de son point de vue et subjectivement, si j'ose dire, quelle est sa perte. Voilà, qu'est-ce qu'il veut faire stratégiquement. On peut pas se mettre à sa place. C'est une décision qui est purement personnelle. Néanmoins, d'un point de vue extérieur, si j'ose dire, analytique, le fait qu'il puisse rejoindre
demande le parti à nouveau, ça c'est quand même quelque chose de positif. Excusez-moi, mais je pense que vu ce qu'a fait Marine Tourdelier, qui demandait des témoignages sur lui pour l'enfoncer, il a peut-être pas tellement envie d'y retourner. Oui, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si le combat politique qu'il porte, il a l'air d'être sincère. Enfin, c'est quelqu'un qui en fait depuis, je crois, pas mal d'années. Donc voilà, il pourra sans doute continuer ce combat-là qui lui est cher, peut-être en le transformant aussi, en additionnant peut-être avec d'autres causes désormais qu'il a à connaître. Oui, bien sûr. Alors, je voulais revenir sur les propos de Maître Boyard, c'est ça? Oui, Maître Boyard. Voilà. Alors, vous avez dit que vous étiez donc féministe, c'est tout à votre honneur. D'ailleurs, il faut être féministe. Moi, je suis plus un peu féministe. Mais finalement, est-ce que vous considérez que le fameux mouvement MeToo, qui a été peut-être important, est devenu quelque chose de totalement incontrôlable, qui ouvre les portes à tout, parce qu'il y a non seulement actuellement l'affaire Bayou, mais il y a combien d'autres affaires? On a eu Habitants, d'autres affaires comme ça, où des gens ont été quand même... Franck Gastambide, qui a quand même 6 accusations, mais zéro... Enfin, 6 accusations dans Mediapart, mais zéro plainte contre lui. Alors, après, il faut pas ni aller dans un sens ni dans un autre. Pas du tout. Non, mais bien sûr. Par exemple, il y a des affaires qui sont graves, comme Depardieu, Poivre d'Arvor, etc. On est d'accord. Mais est-ce que vous, Maître Boyard... Qui sont graves aujourd'hui, qui ne sont pas jugés. Non, mais bon, il y a quand même des soupçons, mais bien sûr, ils sont présumés innocents. Mais est-ce que vous pensez, Maître Boyard, que ce mouvement MeToo a ouvert la porte à des femmes qui viennent porter plainte, donc auprès d'avocates comme vous ou pas comme vous d'ailleurs, et que c'est donc quelque chose maintenant finalement de totalement incontrôlable dans tous les milieux d'ailleurs? Alors, je dirais que ce mouvement MeToo, moi à l'époque, d'ailleurs on en avait parlé avec Philippe David, j'en avais parlé sur la radio, je disais que moi ce qui me gênait, c'est les excès. Et c'est-à-dire que l'avantage de ce mouvement MeToo, c'est que MeToo, ça a permis à beaucoup de femmes qui n'osaient pas parler, de libérer la parole et de parler. Donc il ne faut pas dire que ça ne servait à rien. La problématique, c'est que de toute façon, vous le savez, de partout, quelles que soient les situations, c'est pas propre aux violences intrafamiliales, aux violences, et à un moment donné, il y a quand même des gens qui exagèrent. Et la justice, elle est faite justement pour régler ça. Et la problématique de notre temps aussi, ce sont les réseaux sociaux. C'est aussi parce que les gens aujourd'hui ne se rendent même plus compte à la limite, quelque part, de ce qu'ils disent. Il n'y a plus cette éducation de faire attention à ce que l'on dit. Voilà, donc moi, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que les excès de certaines personnes du milieu MeToo, ou pas forcément du milieu MeToo non plus, on va être clair, pourront étouffer celles qui en ont vraiment besoin. Des femmes qui ont réellement été victimes et qui ont des problématiques, mais pas que des femmes, parce qu'il y a aussi énormément d'enfants, ça on l'oublie souvent, et il y a aussi des hommes qui sont victimes. Moi j'en ai à mon cabinet, moins bien évidemment, mais il y a le cas. Donc en réalité, ce qu'il faudrait, c'est savoir raison garder. Ensuite, je précise qu'on ne dépose pas plainte auprès d'un avocat, on dépose plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, mais elles viennent parfois nous voir après avoir déposé plainte. Parfois, on leur conseille d'aller déposer plainte et on leur explique les éléments de preuve, parce qu'avocat, monde judiciaire, on travaille quand même principalement sur les modes de preuve. Et aujourd'hui, l'avantage également de ce mouvement MeToo, ça, on va pouvoir en parler, c'est qu'aujourd'hui, on a une position de la justice, notamment de la Cour de cassation, qui a changé. Qui a changé. Je ne suis pas la seule pour rendre recevables les enregistrements téléphoniques à l'insu du conjoint ou à l'insu d'une personne lorsqu'il y a des menaces de mort. C'est-à-dire que ça, c'est très important lorsqu'il y a des coups qui sont donnés. Non, mais il faut évidemment pas décrédibiliser tout ce mouvement. C'est un mouvement qui est indispensable, qui a été indispensable et qui l'est toujours, qui n'est pas que français d'ailleurs. Il ne faudrait pas évidemment oublier que c'est un mouvement international. Évidemment, qui a démarré aux USA, qui a démarré aux États-Unis et qui est vraiment un mouvement général. Donc c'est absolument pas quelque chose qui serait spécifique à notre culture locale, etc. Donc c'est une révolution vraiment qui est en marche. Après, parfois effectivement, j'ai l'impression qu'on pas de le mettre sans casser les œufs, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des excès, vous en avez très bien parlé, et il faut les combattre, bien entendu, ça me semble évident. J'ai l'impression que dans le cas présent, dans les cas qu'on a évoqués depuis tout à l'heure, la limite, la barrière du droit, c'est quand même une bonne limite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, même si quelqu'un dit n'importe quoi, quelque chose qui serait faux, après le droit va justement permettre de l'établir et donc de remettre, on pourrait dire, la balle au centre, si j'ose dire, ou de forcer les gens à être plus clairs, à faire plus attention, à ne pas dire, à pas
balancer des gens comme ça et jeter en pâture si c'est pas fondé. Donc voilà, j'ai l'impression que le système actuel permet déjà cela. En fait, c'est plus une question médiatique d'une certaine façon. Mais je comprends, je comprends certaines choses, en tout cas certains hommes ou certaines femmes qui disent c'est marrant, ce sont que des joueurs de foot, que des gens connus, voilà, c'est ça le problème. Il y a que ça qui ressort aujourd'hui. Oui, c'est comme vrai. si les personnalités ou des personnes qui étaient plus argentées que d'autres étaient tous des salopards. Alors que c'est faux, hein, on le sait bien qu'il y a des personnes justement qui sont dans l'ombre et qui sont tout autant des victimes. C'est la seule chose qu'on retient malheureusement. Alors qu'il y en a partout. Moi, j'ai eu le cas de clients qui avait été faussement accusé de viol notamment, pour lequel j'ai obtenu des ordonnances de non-lieu. Alors, c'est pas sorti dans la presse ni quoi que ce soit, mais néanmoins, il y a quand même eu un impact sur sa famille. Hein, absolument. Et son entourage. Voilà, ça arrive. Il y aura toujours une suspicion, c'est ça le problème. Allez, 0826 300 300 avec Ludovic qui est avec nous. Rebonsoir Ludovic. Rebonsoir Ludovic. Rebonsoir les vrais voix. Oui, en fait, M. Bayou, ça veut dire détruite, non pas par des féministes, mais des néo-féministes qui déconstruisent l'homme et l'homme blanc en particulier. Là, le mal est fait, il risque d'y avoir toujours des suspicions pour son avenir. Et quel sera son avenir? Ça pose une question au préjudice. Au lieu de lynchage médiatique, déjà porter les preuves judiciairement, qu'une instruction judiciaire qui apporte les preuves, et ça remet entre guillemets le principe de présomption d'innocence. Et je me demande, peut-être que Maître Boyard pourra répondre, il ne faut pas sanctionner ceux qui ne respectent pas cette présomption d'innocence. Alors là, vous mettriez plein de gens en procès. Hein. Là, vous allez avoir des clients, Maître Boyard. Si toutes les présomptions d'innocence violées, ils viennent vous voir. Là, il y a une liste. Attention. Après, il ne faut pas non plus. Attendez, on va laisser répondre. Pardon. Maître, il y a déjà des mécanismes qui permettent, heureusement, tout existe en droit aujourd'hui, on va être très clair. Donc effectivement, comme on le disait tout à l'heure, Monsieur Bayou a la possibilité, et il le verra avec son avocate, Maître Marie Dosé, qui est une excellente avocate, spécialisée également dans ces domaines, qui a l'habitude de batailler. Ils feront le choix ensemble de ce qu'il fera ou pas, mais il existe énormément de mécanismes, bien évidemment, pour lutter contre ça. Mais le problème, c'est que la rumeur, le mal est fait, ça on le voit aussi, et puis par expérience, pour le cas de clients que j'ai suivis et qui ont été innocentés, pour lesquels il n'y avait plus ils ont été innocentés. Souvent, ils vous disent, mais moi, j'ai pas envie d'engager une procédure. J'en ai marre. Ça dure des années, parce que si derrière, il y a des recours qui sont faits pour contester le classement sans suite, ça dure des années, les gens en sortent lessivés. Absolument, absolument. Petite question. Et physiquement aussi, c'est extrêmement dur. Daniel Evenou, vous avez été marié à un ministre pendant 30 ans. Il n'a pas été ministre pendant 30 ans, mais en tout cas, est-ce qu'il y avait déjà des affaires comme ça qui sortaient à l'époque? Ou c'est notre époque qui veut ça aujourd'hui? Je pense que l'époque, avec MeToo, voilà. Il y a vraiment il y a trop de personnes aussi, trop de femmes qui s'en rendent compte quelques années après de ce qui leur est arrivé. Quand il vous arrive quelque chose, vous avez plutôt envie d'aller le crier. Là, elles se sont tues, mais elles s'en souviennent 10, 15 ans après. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu surprenant. Mais est-ce que c'est pas le MeToo, justement, de dire, si que tout le monde commence à parler, à libérer la parole, je vais peut-être pouvoir le faire. Il y a aussi une solitude pour toutes ces femmes qui, pendant des années, il y a 20 ans ou 30 ans, on prenait même pas leur plainte. J'avais 12 ans, moi j'ai été victime. Donc j'ai appris à me taire. Je ne pouvais même pas. Et il faut dire que j'ai été victime. Et la personne qui a abusé de moi n'était pas quelqu'un de connu. C'était le mari de la receveuse de la Poste. Donc on n'en parlait pas, on ne pouvait pas en parler. Puis moi j'avais en plus une maman, même si on m'avait fait le plus grand mal du monde, il fallait se taire. C'était une honte en fait. La honte. Donc se taire. Et vous avez raison, mais c'est très très fatigant, c'est pénible d'avoir un secret comme ça. Mais je comprends qu'elle se taise. Mais on a l'impression quand même que le retour de bâton est à la hauteur effectivement du niveau d'oppression que ces victimes ont subi pendant toutes ces décennies. C'est-à-dire en fait le retour de bâton effectivement est très violent aujourd'hui. C'est l'impression que tout comme ça explose devant nous tous les jours. Et en même temps c'est parce que pendant des décennies, et même au-delà, cette parole effectivement a été tue et des gens effectivement qui souvent dans des rapports de pouvoir. Je pense notamment dans les couples. Il y a beaucoup de femmes dans ma famille qui ont disons une soixantaine d'années et qui ont été violentées parfois de manière terrible
terribles par leur propre mari, leur propre conjoint. Et aucune d'elles n'a ouvert la bouche. Parce qu'effectivement, elles sont dans des rapports de dépendance économique, familiale, avec le même domicile, etc. Et tout ça, je veux dire, ça se chiffre on n'arrive même plus à les compter. Merci beaucoup Aurore Boyard d'avoir accepté notre invitation, avocate experte en droit familial et engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous restez avec nous. Dans un instant, mon cher Ludovic, le qui c'est qui l'a dit. Vous allez pouvoir, j'espère, remporter ce jeu. Parce que c'est généralement le vendredi, la victoire est double. Je vous le dis tout de suite. J'ai le droit de jouer? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais normalement, c'est l'auditeur qui gagne, mais vous avez le droit de gagner aussi. La victoire est double, on vous donne les chiffres de l'euro million du soir. Voilà, vous voyez si vraiment ça vaut le coup de gagner. Hein. Mais vous nous donnez l'argent. Allez, merci. À tout de suite, Ludovic, et à tout de suite à tous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à vous parce que votre émission est toujours très intéressante et puis vos invités que je connaissais pas aussi pareil, très intéressants. Ouais, mais vous êtes bien tombé parce que c'est assez rare quand même. Sud Radio, parlons vrai. Vraie voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix ce soir avec une personnalité très emblématique qui fête ses 22 ans. Daniel Evenou est avec nous. Happy birthday to you. Elle-même. Déjà qu'elle m'a sauvé la vie il y a quelques années. C'est vrai. J'avais un œdème de quick. Ouais. J'ai fait un œdème de quick et non pas un œdème de cuite. Voilà, et elle a vu tout de suite que je gonflais, elle a appelé les pompiers. Et voilà, l'hôpital, les machins, les trucs. Elle m'a sauvé la vie. Et en plus, malade sur le truc, elle draguait les pompiers. Je peux vous dire un truc, vous avez eu de la chance. Elle vous a fait du bouche à bouche, à moi, elle m'en aurait pas fait. Hein. Non, elle m'a pas fait ça. J'avais même plus de bouche tellement j'étais boursouflée. Si, moi, il aurait fallu que vous laviez les dents. Je veux bien vous aider, mais. Je veux bien, mais bon, vous avez déjà un problème avec l'hygiène. Moi, c'est mon problème. René Chiche est avec nous. Bonsoir. Et Tom Conan. Et Ludovic est avec nous. Ça va, Ludovic? Oui, ça va très bien. Par contre, pour un numéro de l'euro million, Cécile, je compte sur vous et non pas sur Philippe, parce qu'avec ses pronostics, si c'est comme au foot, c'est sûr, je oui, je n'osais pas vous le dire, mais là, c'est une cata. Quoi qu'on sait jamais. Allez, Ludovic, c'est à vous de lancer le jingle. Écoutez, aujourd'hui, sans Philippe Bilger, moins de triche, plus de chances de gagner, ça va saigner. Le quiz de l'actu. Ah là là, on lui repassera ce petit jingle qui lui fera plaisir, et on l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse. Allez, écoutez bien, Ludovic, qui c'est qui l'a dit? C'est 3 points. Rima Hassan est la porte-parole du Hamas à Bruxelles. Qui a dit ça? Bernie? Non. Bardella? Maud Bréjon. Bonne réponse de René Chiche. C'était ce matin. Ouais. C'était ce matin, je l'écoutais à la radio. Député EPR, Maud Bréjon. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Un parti comme les Républicains ne doit pas craindre une élection. Il ne faut pas que cette lutte soit fratricide. Ludovic. Wauquiez? Non. Ah, j'aurais dit ça. Qui? Non. Ah, j'aurais dit Wauquiez. Non, c'est une femme. Non, c'est une femme. C'est une ministre. Une ministre. Montchalin? Non. Et ça va Une être ancienne ministre ou une ministre actuelle? Ministre. Anne Genevard. Bonne réponse. Annie Genevard. Oui, Annie Genevard. Annie Genevard. Il a droit à une erreur quand même. Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Ah, j'adore ce jeu, encore. Qui c'est qui l'a dit? Il faut absolument agir sur l'usage des armes blanches chez les jeunes. Oh, le ministre... Attendez, Ludovic d'abord. Darmanin? Non, Retailleau. Non, Borne. Bonne réponse de René Chiche. C'est excitant ce jeu. Qui c'est qui l'a dit? Ludovic. Aujourd'hui, la Russie n'est pas un ennemi, c'est un adversaire. Steve Bannon? Non. C'est une eurodéputée. Eurodéputée. Ah oui, je pense savoir. Qui? Non. Allez-y. Oui. Manon Aubry, bonne réponse de René. Elle a dit, nous, la Elle gagne tout Russie. le temps. Ouais, il est bon. Encore. Allez, toujours. Ah bon, d'accord. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Le niveau de vie des retraités en moyenne est supérieur au niveau de vie des salariés. C'est assez illogique. Ludovic. Ça aurait pu être Philippe David, mais je ne pense pas. Sophie Binet? Non, c'est bien trop intelligent. Binet? Non. Non. C'est un ministre. Non, Un homme? Oui. Un homme de gauche. Un homme de gauche. Ah, un ministre de gauche? Qu'est-ce que vous avez dit? Non.
Un ministre. Éric Lombard. Bonne réponse de René Chiche. Oh là là. Chiche est fort. Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Qui c'est qui? Alors là, c'est pas un qui c'est qui l'a dit, mais un qui c'est qui va le dire. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est qui va le dire? Qui c'est qui va le dire à Trump? Tu ne peux pas être faible face au président Poutine. Ludovic. Macron. Voilà. Bah oui, Emmanuel Macron. Mais le qui c'est qui va le dire, c'est nouveau. C'est pas mal comme concept. On pourrait faire qui c'est qui va pas le rater. Qui c'est qui l'a dit 3 points. J'ai un tempérament qui fait que quand on me cherche, on me trouve. Ludovic. François Bayrou. Bonne réponse. François Bayrou. Et Cécile Dominique aussi. Ouais. Tout à fait. Qui c'est qui l'a dit? J'ai tout perdu, mais je suis debout. Ludovic. Ah, mais c'est Bayrou. Bonne réponse. Ouh là là, ça remonte. Question qui c'est qui l'a dit 3 points. En bref, nous voulons taxer la rente et non le rentier. Ludovic. Elle a des lunettes. Elle a des lunettes. Elle a des lunettes? Non, c'est Rousseau? Non. Comme des lunettes de comptable. Oui. Montchalin. Bonne réponse de René Chiche. Ministre chargé des comptes publics. Qui c'est qui l'a dit sur Notre-Dame de Bétarame? À 3 points, on ne l'a jamais cité. Dans toutes les démocraties européennes, quelqu'un qui aurait été coupable de mensonge aurait démissionné. Oh bah alors là, si vous trouvez... Alors je vous ai Non, si vous trouvez, je vous offre Philippe David. Je réponds pas alors. Une députée du Bas-Rhin. Je sais qui c'est. Allez-y. Je vais le dire. Allez-y. Sandra Rogol. Bonne réponse de René Chiche. Oh là là, Il a eu les questions à l'avance. Comment il les a pas eues? Ah non, vraiment. Non, mais député du Bas-Rhin, ça m'a un peu aidé. Oui, comme je connais un peu le. Les remplaçants, je ne connais pas. Une écolo. Oui, écolo. Les remplaçants, je ne les connais pas. Merci Ludovic. Alors qui Oui, Philippe, le score. Bon, écoutez, 15 et 6, 21 pour René Chiche, 9 pour Ludovic, qui n'a pas démérité. Tom Conan aux abonnés absents. Et pour un début, si les adversaires n'avaient pas été aussi bons, je pense que Daniel Evenou aurait ouvert son compteur. Attendez, j'ai compris le jeu maintenant. C'est ça. Mon cher Ludovic, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. On vous souhaite un excellent week-end. Vous allez faire quoi? Faites-nous rêver. Écoutez, ce soir, j'ai un petit... Et ensuite, Eh ben, vu la réception, ça n'a pas l'air génial. Vous avez dit quoi? Un câlin? Qu'est-ce que vous allez faire? Ludovic, si vous commandez quelque chose, ça n'arrivera jamais. Oui, parce que... ça si, il va commander une pizza, il va recevoir un couscous, mais c'est pas grave. Oui, moi, je sais pas du tout ce que j'avais demandé. Ludovic, on vous embrasse en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, le journal et puis, bien sûr, la météo avec Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Oh là 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 là, il y a des inventions, c'est arrêtez. le concours Lépine. Il suffit de dire oh là 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 là. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et puisque vous nous demandez pas, il est 18h08. Voilà, je vous dis. Et pile à la seconde près. Allez, à seconde, oui, voilà, moi, je veux dire que quand je donne l'heure, je donne l'heure. Le troisième top sera à 18h08 et 10 secondes. C'est notre réalisateur, il me fait des blagues. Maxime, qu'on embrasse. Qu'on embrasse, bien entendu. Et vous connaissez cette musique? Écoutez cette musique. Un papillon par-ci, par-là dans le vent. Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi, j'aime beaucoup mais moi plus ça bouge et plus ça me plaît. Même si je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue. Sous ma panoplie de gendarmes à le cœur d'une femme. Bravo. Marie Pervenche est avec nous, bien entendu. Ça a été écrit pour moi sur mesure. Ouais. Pour ceux qui me connaissent. Oui. C'est vrai que ça vous ressemble pas mal. Vous savez que c'était vachement plus sympa de prendre un PV à votre époque qu'avec les voitures qui roulent toutes seules et qui vous flashent. Oui. Mais moi j'en ai mis des papillons. Ouais. Quel succès, Marie Pervenche. Ouais, c'est un truc de fou. J'ai un jeu. À votre avis, il y en a eu combien? Combien d'épisodes à votre avis? Alors, nombre d'épisodes, je sais pas, mais je sais que ça dure à peu près au moins 7-8 ans, non? Combien Allez-y, d'épisodes? la réponse. Alors, je dirais 100 épisodes. Alors, je vais vous aider. Les cortiers, il y en a eu 200. Voilà. Donc, 100. vous dites 100. D'accord. Ouais. Alors, en dessous. Allez. 80. Comment on dit? Moins. Voilà les flics. 22. Bravo. Que 22. Que 22 épisodes, ouais. Et c'était du temps de la chaîne publique. Oui. C'était avant Bouygues. Oui. Voilà, c'est ça. Et vous savez pourquoi on dit 22 v'là les flics? Non.
Parce qu'avant, le 17, le téléphone était le 22 pour appeler la police. Je savais pas. Je crois que c'était Agnières. Non. C'est ça. Les amis, le 0826 300 300 avec des messages qui nous sont laissés. Et Sylvie d'Agen est avec nous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir, enchantée, Madame Thévenoud. Madame bonsoir. Thévenoud, Non, c'est pas Thomas Thévenoud, il n'y a pas de phobie administrative. Ça commence mal. Allez, on recommence Sylvie, on recommence depuis le début. Voilà. Bonsoir, enchantée, Madame Thévenoud. Bonsoir. Sophie, Gisèle? Non, c'est Sylvie. Sylvie. On est bien voilà. toutes les deux. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis je voulais, bonsoir à toute l'équipe, je voulais m'excuser auprès de Cécile de Minibus. C'est vrai qu'on avait pris un rendez-vous, vous m'aviez gentiment offert la parole sur l'antenne et manque de peau, j'ai perdu mon téléphone, donc je voulais m'en excuser. Alors, pour tout vous dire, oui, effectivement, vous vouliez passer à l'antenne, enfin, vous êtes passé à l'antenne et vous vouliez rester un peu plus longtemps, donc je vous avais sollicité en disant demain, on vous rappelle et vous êtes notre vraie voix du jour. Et là, ça a été répondeur pendant 1 heure. Donc, désolée, je vous prie de m'excuser. Mais non, mais c'est pas grave, Sylvie, tout va bien. On est ravis de vous accueillir ce soir. On vous Je pardonne. vous remercie. Merci. Donc maintenant, je voulais souhaiter un bon et joyeux Noël à cette charmante dame qui m'a Anniversaire. Ah oui, on est le 21 février. C'est déjà Noël. Mais moi, j'ai l'habitude de mettre des mots à la place des autres, donc je vous comprends très bien. Pensez à mes cadeaux. Joyeux Noël. Alors, Je suis très troublée parce que franchement, je vous ai adoré. J'ai vu beaucoup de Marie Pervenche. Ça m'a fait rire, c'était plaisant, c'était simple, c'était malgré votre activité. Donc, voilà. Mais voilà. Et puis, c'est vrai que vous êtes une femme, moi ce que j'aime chez vous, c'est vous rigolez, vous êtes charmante, toujours le sourire. Et franchement, j'aurais bien voulu avoir une amie comme vous. Et une dernière fois, je vous souhaite un bon anniversaire. Et bravo. Bravo, Merci Sylvie. Ils sont choux, ils sont bien nos auditeurs. Ils sont mignons, nos auditeurs. Nos éditrices, nos Mais je suis auditeurs. son amie. Qu'est-ce qu'on les aime, on les aime. Eh ben Sylvie, vous reviendrez maintenant que vous avez racheté un téléphone comme vraie voix. Vous ferez le qui c'est qui l'a dit. Ah, vous êtes toujours là, oui, Sylvie? Oui, je suis là. Alors, moi, je veux bien être votre amie. Je vous donne mon téléphone 06 80. Non, pas à l'antenne. Mais écoutez, et chiche, je vous le donnais hors antenne. Et c'est vrai que... vous avez fait un jeu de mots, chiche. Non, quand vous avez dit chiche, il y a René qui a souri, qui s'est dit tiens, j'ai peut-être un petit plan là qui est en train de se faire. Vous me le donnez à l'antenne. En fait, non. Sylvie, Vous habitez où, Sylvie? J'habite dans le Lot-et-Garonne, à côté d'Agen. Ah, c'est beau. Ça ne gâche rien. Là, que c'est beau, ça. Oui, j'habite dans un tout petit village de 200 âmes, avec un super maire. Ah bah tant mieux. De 200 âmes. Et vous faites quoi dans la vie, Sylvie? Vous faites quoi dans la vie? Je suis conseillère en insertion professionnelle. Ah, très bien, ça très c'est bien. bien, ça bien. Donc, vous savez quoi, Sylvie? Puisque nous nous sommes ratés la première fois, et comme une promesse doit être tenue, et ben vous serez l'une de nos vraies voix du jour la semaine prochaine. Vous voyez avec Aude, et puis on vous réinvite avec grand plaisir. Mais perdez pas votre téléphone. Non, ça coûte trop cher en fait. Ça coûte trop cher. Sylvie, je ne serai pas là, ça va être triste. Ouais. Ah oui, sans vous, vous rendez compte, oui, c'est vrai. Bon, je reviendrai. Vous voyez, voilà, et puis je vais vous faire plaisir. Ce soir, je regarderai un épisode à vous. Ah. Eh ben magnifique. voilà, c'est ça. Bravo, et vous savez ce qu'on va merci. faire, Sylvie? C'est qu'on va vous récupérer la séquence avec Daniel Evenou et on va vous l'envoyer, comme ça vous aurez un souvenir. Ah, c'est génial, je vous remercie, c'est très gentil. Très gentil. On vous embrasse très fort et puis on vous retrouve la semaine prochaine, Merci, Sylvie. Et on vous souhaite une joyeuse Pâques, Sylvie. Merci. Allez, bon week-end, Sylvie. Merci Bonne d'avoir soirée. appelé. Au revoir. Et dans un instant, le coup de je suis pas content de Philippe Je David. peux vous dire ce que je vais faire. Je vais Non. mettre un coup de sifflet et sortir le carton rouge. Bien, tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Ah, ce Philippe David, s'il n'existait pas, il faudrait ne pas l'inventer. Non. Oh là là, Je mais me pourquoi préparais à être dire une cible, gentillesse, je vais me retenir. Et on est ravis de l'accueillir, bien entendu, de l'avoir avec nous tous les jours, parce que c'est un pilier de cette émission, Philippe David. Autour de cette table, Daniel Evenou, René Chiche, Tom Conan, et tout de suite, famous Philippe David. Les vraies voix Sud Radio.
Un sifflet pour faire fuir ses agresseurs. Voilà l'idée de l'association des commerçants du quartier Canclos à Nantes. L'objet sera offert aux jeunes du quartier dès la semaine prochaine. Une initiative qui fait suite à une série d'agressions visant des adolescents à l'automne dernier. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt aujourd'hui un quartier d'une grande ville, le quartier de Canclos à Nantes, vous venez l'entendre. Pourquoi Canclos ? Parce que, face à la montée de l'insécurité, les commerçants du quartier ont pris une initiative qui paraît surprenante, la distribution de sifflets repousse-relous, oui, ça s'appelle comme ça, qui seront offerts à 100 adolescents du quartier. Oui, vous avez bien lu, pour lutter contre l'insécurité, le nouvel outil à utiliser est un sifflet repousse-relou qui a été conçu à Caen mais qui fait son chemin, puisqu'à Abbeville dans la Somme, il a été distribué gratuitement aux femmes et qu'il débarque maintenant à Nantes pour les adolescents. On imagine le niveau de dissuasion du sifflet quand 3 racailles armés de couteaux ou de machettes vont tomber sur un jeune pour lui voler son téléphone et que celui-ci les menacera de siffler dans son sifflet repousse-relou. Pareil pour le harcèlement de rue. Imaginez le dialogue. Ouais, la meuf, t'es bonne, tu me donnes ton 06. S'il vous plaît, garnement, retirez vos propos, ou je vais de ce pas siffler dans mon sifflet repousse-relou, et il vous en cuira. Bref, alors que le pays sombre chaque jour plus dans l'ultra-violence, et que les pouvoirs publics sont toujours aux abonnés absents dans certaines villes où les choses vont de mal en pis, comme Nantes, il ne reste comme pis-aller qu'un gadget dont on peut supputer qu'il énervera beaucoup plus qu'il ne terrorisera les agresseurs. Alors, au risque de paraître ringard, je crois que certains remèdes seraient beaucoup plus efficace que le sifflet repousse-relou, comme de vraies sanctions à la première incartade, la fin de l'excuse de minorité, le retour de l'autorité et des peines lourdes et vraiment appliquées. Mais parler d'autorité et de sécurité, c'est pour certains même pas ringard, mais carrément relou. Oh. Ah bah alors, oui. Vous en pensez quoi de ce sifflet repousse-relou, Daniel Evenou ? J'imagine tout le monde en train de le faire en même temps. Oh, je suis pas une bonne siffleuse. Non. Est-ce que c'est pas surréaliste ? C'est tellement surréaliste qu'on a l'impression que c'est un sketch que vous venez de faire. Mais moi j'ai cru que c'était le Gorafi, mais non, c'est le Figaro. Mais oui, non, mais quel est l'intérêt de ce sifflet ? Ça n'a aucun intérêt. Ça ne va pas dissuader de toute façon qui que ce soit. Non, c'est peut-être pour signaler qu'il se passe quelque chose, mais oui, mais ils vont s'amuser les gens. Mais ça va plus en plus énerver, à mon avis, ceux qui agressent les gens. Mais en revanche, c'est sûr que des trucs comme par exemple les bombes poivres, des choses comme ça, qui permettent effectivement d'invisibiliser, de rendre effectivement déjà plus efficace. D'empêcher la vue, ça peut être les bombes poivres. Il me semble que c'est un des seuls trucs qui est autorisé. Qu'est-ce que c'est les bombes de poivre ? En fait, ça lance une espèce. Non, c'est pas exactement lacrymogène. C'est à la place une bombe au poivre. Voilà, effectivement, ça lance un liquide dans les yeux, ça vous empêche de voir. Mais pourquoi vous avez dit poivre ? Parce que ça s'appelle comme ça. Une bombe poivre. Ah bon, écoutez, j'ai bien fait de venir Sud Radio. C'est une émission culturelle. Vous en savez des choses. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus et c'est Félix Mathieu. Et une histoire improbable, écoutez bien, un Toulousain a appris que les voleurs de sa carte bancaire avaient acheté un ticket gagnant à 500 000 €. Oui, ce Toulousain âgé d'une quarantaine d'années s'était fait voler ses affaires dans la boîte à gants de sa voiture au début du mois. Très vite, il avait fait opposition sur sa carte auprès de sa banque avant d'apprendre que les voleurs avaient eu le temps de dépenser dans un bar tabac grâce au sans contact. Ni une ni deux, voilà notre Toulousain qui se rend dans l'établissement en question, dans le bar tabac, pour y apprendre d'une, que les voleurs de sa carte bancaire sont 2 SDF, et de 2, que ceux-ci ont acheté des jeux à gratter dont l'un s'est révélé gagnant 500 000 € tout de même à la clé. Ils sont même repartis très contents du bar, forcément, sauf que 2-3 semaines après, les voleurs n'ont toujours pas contacté la Française des Jeux pour retirer leur gain. La FDJ, vu les circonstances, a gelé le ticket gagnant, et désormais, donc, cet homme appelle ses voleurs à se manifester dans leur intérêt commun pour pouvoir toucher la somme et se la partager. Nous sommes avec son avocat pour en parler. Bonsoir, maître Pierre Dubuisson. Bonsoir. Écoutez, vous avez tout résumé, c'est une situation tout à fait cocasse. Et c'est possible un arrangement à l'amiable ? Je cherche à trouver un accord amiable, effectivement, avec les auteurs du vol. Effectivement, c'est très comique. C'est possible juridiquement, bien sûr, parce que c'est comme si moi je vous donnais quelques euros pour acheter des fruits et des légumes, vous décidez d'acheter un ticket de loto et que vous gagnez. Dans ce cas-là, les principes juridiques classiques, c'est un partage à égalité 50-50. C'est-à-dire que la Française des Jeux d'emblée pourrait adopter ce partage et pas poser la question de qui, dans un cas comme ça, doit toucher la somme.
En général, ce qui se fait, c'est que les personnes se mettent d'accord et que l'un des deux bénéficiaires récupère la totalité de la somme et soit négocie, soit il y a un procès. L'idée, c'est d'éviter d'abord que l'argent soit perdu, puisque, vous l'avez rappelé, le ticket n'a toujours pas été communiqué à la Française des Jeux, donc les gains n'ont toujours pas été retirés. Et donc, tant que les gains n'ont pas été retirés, finalement, tout cela reste très virtuel. Et ensuite, élaborer un partenariat, une négociation amiable, bien sûr, pour un partage équitable entre mon client, qui est la victime, et les auteurs du vol, puisque sans l'argent de mon client, il n'aurait pas pu y avoir l'achat du ticket gagnant, mais sans la volonté d'acheter ce ticket par ces SDF, il n'y aurait pas pu non plus y avoir la possibilité de gagner ce ticket. Alors ça démarre mal, mais finalement c'est une belle histoire même pour les SDF, parce que bien sûr, c'est miraculeux. C'est partage en 3. Absolument. C'est un partage en 2 ou un partage en 3 à ce moment-là? Eh bien, c'est à voir. L'idée, c'est que juridiquement, ce soit un partage à 50% pour le propriétaire des fonds qui ont servi l'achat, c'est-à-dire mon client. Et ensuite, ils considèrent tous les deux des SDF qu'ils ont acheté ensemble le ticket, même si c'est avec l'argent volé, ils auront à partager les 50% pour moitié chacun. Parce que moi, j'ai laissé ma carte bleue sur le bureau. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai le ticket. Pour l'instant, rien n'est fait. Donc, on croise les doigts pour que ça marche, que cet appel lancé au niveau national trouve un écho favorable et qu'ils puissent se manifester, parce qu'encore une fois, s'ils ne le font pas, l'argent sera perdu et ce serait vraiment dommage à la fois pour mon client et aussi pour ces SDF vis-à-vis de qui cet argent considérable pourrait changer la vie. Maître, c'est-à-dire que le gagnant, il faut absolument avoir le ticket. J'imagine que c'est pour ça que c'est... Il faut le ticket sans ticket. Même si la carte bleue est connectée au ticket. Bien sûr, bien sûr. Sans le ticket, la Française des Jeux refusera catégoriquement de verser les fonds. Et même s'ils disent que c'est gelé, moi je suis très méfiant. Je pense que chaque jour compte, que le temps joue contre nous. Et donc c'est un appel que nous lançons au niveau national pour que ces personnes appellent mon cabinet, sans crainte que nous les poursuivions, même si le parquet pourrait décider de continuer les poursuites. En tout cas, nous ferons le nécessaire pour appeler à la clémence du tribunal, puisqu'effectivement, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de préjudice. Et encore une fois, si mon client touche 250 000 € grâce à ce vol, il en sera vraiment très heureux. Et ces personnes-là aussi. Absolument. Mais est-ce qu'ils savent qu'ils ont gagné ? Eh oui. Ils le savent, oui. Ils le savent. Éléments de l'enquête. Mais comment savez-vous qu'ils le savent ? Le comportement qui a été le leur, ils ont éclaté de voix, ils ont même oublié des achats qu'ils avaient fait dans le bureau de tabac. Et la question qui se pose est de savoir pourquoi aujourd'hui ils n'ont pas retiré les gains, soit parce que ils n'ont pas les moyens financiers, c'est-à-dire de compte bancaire pour recevoir l'argent, soit parce qu'ils se sont disputés entre eux, soit parce qu'ils ont peur de se faire interpeller par les services de l'ordre. Dans tous les cas, l'objet de l'appel que nous avons organisé au niveau national, c'est justement de les rassurer qu'ils appellent mon cabinet, ils ne risquent rien, on fera le nécessaire pour que tout se passe le mieux possible, et évidemment nous ferons aussi le nécessaire vis-à-vis du procureur pour en appliquer la sagesse, puisque pas de victime, pas de préjudice, donc pas de problème. Donc le cabinet de maître Pierre Debuisson, on le dit si ces deux SDF nous écoutent. Espérons qu'ils écoutent Sud Radio. Merci beaucoup maître, et puis on croise les doigts pour tout le monde, parce que ça rendra bien entendu tout le monde heureux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, vous restez avec nous. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Exceptionnellement, ce soir avec Philippe David, nous n'avons pas notre trio avec Philippe Bilger qui est parti au Cap d'Agde, on l'a dit déjà. Non mais il faut arrêter la réputation là. Pourquoi réputation ? Les gens vont finir par le croire. Alors si il vous est saviez où ? tout. Voilà, au Cap d'Agde. Il est au Cap d'Agde. Et en plus c'est vrai. Si, c'est vrai. Écoutez, avec qui, on sait ou pas ? Ça ne nous regarde pas. Ils sont plusieurs, visiblement. Ils sont plusieurs, oui. Plus on est de fous, plus on rit quand même. C'est pas la saison quand même. Il est avec Loïc le floc Prigent. En fait, vous êtes là pour monter des rumeurs. Joseph Touvenel, les vrais voix d'hier, ils sont partis tous les trois. Voilà. Les trois grands-pères au Cap d'Agde, ça va être sympa. Alors, chers amis, tout de suite, en tout cas, Daniel Evenou est avec nous, Tom Conan et René Chiche. Et au 0826 300 300, vous savez que vous pouviez bien entendu participer à cette émission jusqu'à 19h. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Ce que tu dis n'a aucun sens. Le tour de table de l'actualité.
Et on va commencer par vous, Tom Conan. La taxe Gabriel Zucman adoptée hier par l'Assemblée. En effet, alors vous savez, Gabriel Zucman, qui est un économiste assez critique du système fiscal français, qui veut taxer davantage les riches, c'est un peu sa spécialité. Et donc, effectivement, grâce à cette impulsion qu'il a donnée, il a fait beaucoup de livres sur le sujet. Effectivement, les écologistes se sont un peu emparés de ces thèses et ont proposé un texte qui est passé. Alors, effectivement, il va sans doute pas ensuite être validé par le Sénat, mais en revanche, en première lecture à l'Assemblée nationale, il est passé. Et en fait, l'objet, il est quand même assez intéressant et je pense beaucoup plus consensuel que ce qu'on pourrait croire. C'est pas un texte de gauchistes extrémistes. En fait, c'est un texte qui consiste à dire que en fait, le taux moyen d'imposition d'une personne, d'un Français classe moyenne, disons, c'est à peu près 2 fois plus finalement que le taux moyen des ultra riches. Alors les ultra riches, c'est des gens qui représentent 1800 personnes exactement dans la taxe qui est prévue et qui a été présentée. Donc c'est quand même très très peu de personnes. C'est 0,01 ou 0,01. Donc effectivement, ça concerne très très peu de gens qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Et effectivement, il s'agirait de mettre une taxe minimale de 2% sur le patrimoine pour ces personnes-là. Donc 1800 personnes seulement, et ça pourrait rapporter quand même 15 à 20 milliards d'euros à peu près, je crois. Donc c'est quelque chose d'assez considérable dans un contexte de finances publiques dégradées, comme on le sait. Et surtout derrière, parce qu'évidemment, ça a été critiqué par le gouvernement, c'est considéré comme confiscatoire, ce qui peut évidemment s'entendre à première vue. En réalité, quand on regarde le travail de Gabriel Zucman, c'est assez précis. C'est pas un politicien, lui, c'est vraiment un économiste qui est vraiment formé sur ces sujets depuis des années, qui est vraiment reconnu internationalement, au même titre que d'autres gens comme Esther Duflo, par exemple, Thomas Piketty, etc. On a beaucoup de très bons économistes en France, et effectivement, ils considèrent qu'en réalité, via des montages de type holding, société écran, etc., il n'y a pas forcément de taxation juste à la hauteur, effectivement, des revenus que touchent certains ultra-riches. Donc, ça pourrait être fondé et justifié. René Chiche. Pour reprendre ce que vient de dire, moi je suis pour cette taxe. Effectivement, ça concerne 1800 personnes, 0,01 comme vous avez dit. Et je trouve qu'aujourd'hui, de toute façon, dans une société, pour qu'il y ait quand même un équilibre dans une société, il faut qu'il y ait une justice fiscale qui entraîne une justice sociale. Et je pense pas que les 2% de plus que vont toucher ces multi-riches, attendez, je termine, cher Philippe, vont les empêcher de continuer à aller en vacances à Saint-Moritz et à Acapulco ou de s'acheter une nouvelle Tesla, vous voyez. Donc moi je suis pour cette taxe alors que je ne vote ni LFI ni PS, mais là je trouve que c'est normal d'avoir un peu de justice sociale et de justice fiscale. J'approuve ce que vient de dire Tom. Pendant que vous avez la parole, René Chiche, tout à fait. Il faut dégraisser le mammouth de l'audiovisuel public. Alors absolument. Alors d'entrée, je vous le dis, je n'ai rien contre le service public. J'ai travaillé pendant 13 ans pour une chaîne, France 5, la 5e, avec Daniel Duigou, entre autres, notre ami, qui a fêté son anniversaire hier. Ah, absolument. Voilà, je vous le dis. Voilà. Et joyeux Noël. Mais alors, au jour... Mais alors, absolument. Oui, joyeux Noël. Mais au jour où on apprend la disparition de C8 et d'Énergie 12, pour des raisons qu'on peut quand même contester, au nom de la liberté d'expression, etc., je me rends compte que quand même de le service public d'audiovisuel, pour reprendre l'expression de feu Claude Allègre, il faut vraiment le dégraisser. Parce que j'ai noté vite fait, je ne veux pas tout dire parce que c'est peut-être trop long, il y a quand même, dans le service public, 11 chaînes de télévision. 11 chaînes de télévision. Vous vous rendez compte ? Certaines n'ont aucune audience. Dont certaines dont j'ai découvert d'ailleurs même l'identité, enfin pas l'identité, mais qui ne servent pas à grand-chose. Comme lesquelles ? Qui, pas à quoi ? Je veux dire, par exemple, vous avez, France 4 n'a aucune audience, France Info est un désastre total. Vous avez aussi quand même à la fois LCP et Public Sénat. Vous avez Arte, non, c'est pas ça. Vous avez plein, France 24, mais non, mais c'est pas ça, c'est que ça d'abord, ce sont des tonnes d'employés. Ça n'a aucune audience. Attendez, j'ai pas fini. Aucune audience, nous exagérons pas. Attendez, j'attends. France 4, tout ça. France 4, Culture Box, La Première, France Info en télé, c'est un désastre, etc. Vous avez aussi 10 stations de radio. 10 stations de radio. Non mais attendez, France Inter, France Culture. Je dis pas tout parce que c'est trop celles qui sont les plus écoutées de France quand même. Non, mais attendez, mais ça c'est un autre problème. C'est pas. Vous savez pourquoi j'ai terminé. Plus aussi, il y a une nouvelle radio. Je connaissais pas ça, un média numérique qui s'appelle Info Migrant, qui est adossé à France 24. Je connaissais même pas le nom. J'ai appris en regardant un peu ça de plus près l'autre jour, parce que je fais un petit dossier là-dessus. Il y a aussi l'INA qui peut servir, mais quand même. Mais vous voyez, mais ça représente presque 4 milliards d'euros. Tout ça. 17 000 collaborateurs. Certes, dans le budget 2025, ça a été amputé de 80 millions au nom de la baisse. Mais quand même, est-ce qu'on pourrait pas, sur 10 chaînes de télévision, en enlever 6 ? Franchement, mais largement.
Et sur les chaînes de stations de radio, pareil. On pourrait réduire de moitié. Une grande chaîne publique pourrait regrouper tout ce que fait en même temps France Musique, France Culture, FIP, le Move, voilà exactement. Et sans compter, vous connaissez peut-être aussi un peu le milieu dans ces chaînes publiques, moi je connais. Combien de gens placardisés sur les 17 000 collaborateurs? Combien d'avantages sociaux? Là, il faut que les auditeurs de Sud Radio le sachent. Les gens ont quand même entre 7 à 12 semaines de congés payés. Oui. Non mais attendez, alors que les Français ont parfois du mal à payer leur loyer, à manger. Vous voyez, pourtant, je ne suis pas du tout anti-public, vous me connaissez, je suis pas pro-libéral. Mais là, il faudrait vraiment dégraisser. On pourrait passer de 4 milliards de budget à 2 milliards. Oui, alors qu'il faille rationaliser, peut-être, mais en revanche, moi je consomme énormément de contenu quand même de ce groupe-là. Je pense à des émissions comme Envoyé spécial, je pense à plein de programmes sur France Culture. Non mais d'accord, mais c'est quand même un peu lié, c'est-à-dire qu'il y a quand même une programmation de qualité, ça je veux dire, et que peut-être que la diversité est trop importante, je sais pas c'est ce que vous avez à dire, mais en revanche, la qualité de production, elle est parfois assez impressionnante. Après, je rappelle quand même qu'il y a énormément, et vous avez raison de dire qu'il y a énormément de collaborateurs et il y a beaucoup de boîtes de prod extérieures. Donc il y a des gens en interne qui pourraient faire aussi des choses. Ça c'est effectivement une autre chose. Ça c'est mutualiser peut-être pour réduire un petit peu les coûts. Un petit mot, vous vouliez dire tout à l'heure, Daniel Evenou, sur le fait, ce que vous entendez souvent de dire les ministres ont eu de retraite. En fait, non. Oh, c'est ma bagarre. Mon mari a été ministre. Donc si j'avais comment on appelle ça quand on est veuve? Une reversion. Merci. Oh, merci pour le mot. Je le saurais. La retraite de ministre n'a jamais existé, même sous De Gaulle. Ah, le saviez-vous, monsieur Chin? Alors, ministre... pour les ministres, oui, mais votre regretté époux que j'ai un peu connu, Georges Filiou, qui était aussi un grand journaliste avant, à Europe 1, etc. Le plus jeune rédacteur en chef d'Europe. Exactement. Il a été député, non? Oui. Il n'a pas une retraite de député quand même. Mais c'est différent. Ah oui, non. De ministre. Bien sûr, j'avais bien compris. Non, mais j'ai bien compris. Parce qu'il a fait 2 ou 3 questions. Voilà. Mais par contre, j'aime bien dire le mot question. Ministre, je savais, Daniel. Je savais. Il a été ministre, il a été secrétaire d'État. La retraite de ministre n'a jamais existé. Il y a beaucoup de gens. Il a été président de l'INA. Bien sûr. Et il a créé Canal+. Oui, bien sûr. Je vous entendais parler. C'est lui qui a créé les radios libres, Canal+. Et mon cher, je vais vous dire, moi j'avais épousé un intègre. Oui. L'histoire est la suivante. André Rousselet, un jour, nous invite à dîner pour fêter. On fait court, allez-y. Canal+. Donc, moi je suis très fière, très heureuse. Nous sommes dans un grand restaurant parisien. Et mon mari va faire pipi. Et pendant ce temps, Rousselet, sa femme et moi, nous discutons. Et il me dit, tu sais Daniel, t'as épousé un con. Bon, je lui dis, écoute, c'est pas sympa de dire ça pendant que Georges était faire pipi. Quelle idée. Je te dis que t'as épousé un con. Je dis, pourquoi dis-tu ça? Il me dit, parce que lorsque ton mari a créé Canal+, il a mis Canal+, parce qu'il voulait pas mettre la 4e chaîne, ni la 5e. Il s'est dit, ceux qui achèteront après Canal+, ils trouveront un nom. Rousselet me dit qu'il avait engagé des grosses têtes qui réfléchissent pendant 1 mois et il n'avait rien trouvé de mieux que Canal+. Et quelqu'un demande au ministre Georges Filiou, vous déposez Canal+ à votre nom ou au nom de l'État? Eh bien, le con a répondu au nom de l'État. Et il m'a appris ça, Rousselet. Vous savez ce que j'ai fait? Non. Quand mon mari est sorti des toilettes, j'ai traversé le restaurant et je lui ai roulé le patin de sa vie. Voilà. J'avais épousé un intègre. C'est bien. Et il n'y en a pas beaucoup. Ouais. C'est donc une très belle histoire. Marie Pervenche n'est pas vénale. Oui, c'est ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup pour ce petit moment intime. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Emmanuel Macron en live sur TikTok sur la guerre en Ukraine. Message à Trump, ne sois pas faible face à Poutine. Alors, parlons vrai. Comprenez-vous la communication de Macron? Et à cette question, Macron a-t-il eu raison d'annoncer ce qu'il va dire à Donald Trump? Vous dites non à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et dans un instant, Philippe Moreau-Chevrolet sera avec nous. Consultant en communication politique et professeur à Sciences Po et senior partner chez Iconic. On fait une petite pause. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai.
Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix ce soir avec un anniversaire, celui de Daniel Evenou qui est avec nous. Bon anniversaire Daniel. Ah, merci. Encore merci. Oui, encore merci. Tom Conan est avec nous, auteur Bonsoir. et artiste, et René Chiche, rédacteur en chef du groupe Entreprendre. C'est pas votre anniversaire? Non, c'est et génie aussi, on peut dire un peu génie. Et génie. Génie. Sans bouillir, génie sans La bouillir. lessive, j'allais dire la lessive. C'est ça, oui. Mon Dieu, c'est plutôt à l'eau de Javel qu'il faudrait nous Allez, Et tout de contrairement au suite. génie de la langue, c'est pas une lumière. Hein. Ouais. Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Bon, on va continuer de parler d'Emmanuel Macron qui se rendra bien donc à Washington lundi pour rencontrer Donald Trump. Information confirmée par le chef de l'État. Ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? L'argument d'Emmanuel Macron est assez juste, c'est-à-dire il n'est pas à céder à Poutine, il a à aider à réaliser la paix. La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, là, sera inarrêtable. C'est une faute stratégique. Énorme. Après, les Américains ont dû écouter hier en disant, voilà, parce qu'ils sont déjà prévenus de ce que va dire Emmanuel Macron à leur président. Donc ça, c'est assez intéressant. Emmanuel Macron donc a parlé de la guerre en Ukraine en live sur TikTok avec les internautes. Je vais dire à Donald Trump, tu ne peux pas être faible face au président Poutine. Ça n'est pas toi, avertit le chef de l'État. Le président des États-Unis saura de toute façon maintenant à quoi s'attendre. Alors parlons vrai, pensez-vous que Trump a apprécié l'attitude de Macron avant leur rencontre? Et à cette question, Macron a-t-il eu raison d'annoncer ce qu'il va dire à Trump? Vous dites non à 90%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Moreau-Chevrolet est avec nous, consultant en communication politique, professeur à Sciences Po. Bonsoir. Et senior partner chez Iconic. René Chiche, quand on voit ça, est-ce qu'on se dit qu'on n'est pas... Enfin, il y a peut-être un... Ah non. Problème. Non. Ah bah non, moi ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a pas choqué du tout. Ok. Vous voyez, parce que bon, ce président maintenant, on est habitué depuis quelque temps, il est totalement en roue libre. Il a toujours été un peu, mais il a toujours été un peu disruptif. Ça pose un peu question pour un président quand même. Il a toujours été un peu disruptif, comme on dit. Il s'est exprimé lors d'un dialogue avec des Français sur TikTok. C'est quand même un président qui est quand même totalement lié à son époque du numérique. Alors effectivement, par rapport à peut-être à Michel Barnier, François Bayrou, etc., il est peut-être il a plus l'habitude de jouer avec ses outils médiatiques. Certes, c'est une opération de communication ce qu'il a fait, mais en même temps, j'ai trouvé son discours assez décapant. Je trouve qu'il a eu raison de s'adresser comme ça à Trump. Moi, j'ai eu l'impression, parce qu'en plus, finalement, Trump, il aime bien aussi ça, je crois. Finalement, Philippe, vous disiez, est-ce que vous pensez que Trump, on peut pas savoir si Trump a apprécié ou pas, mais finalement, il a peut-être apprécié. Puis là, il va se rendre à Washington. Il essaye de mener un petit peu l'Europe pour essayer de faire le poids contre les États-Unis. Eh bien non, moi ça ne m'a pas gêné. J'ai même apprécié. Il a dit des choses très, très intéressantes. Ça aurait peut-être mérité un 20h. Ah bah ça c'est encore autre chose. Mais il a choisi de s'exprimer avec les auditeurs, avec les Français. C'était un choix, c'était pas un choix inintéressant en l'occurrence. Après, le seul truc qui me gêne, c'est qu'il utilise le tutoiement alors que le tutoiement n'existe pas en langue anglaise. Le vouvoiement non plus. Les Français. Du coup, en fait, ça crée une fausse proximité avec Trump qu'il n'a pas. Si. Qu'il a peut-être, je sais pas. Excuse-moi de vous contredire, mais tous les chefs d'État entre eux, ils se tutoient quand ils se voient. Oui, mais en l'occurrence. Pas systématiquement. Je vous arrête. Mitterrand, personne ne le vous voyait. Je parle aujourd'hui. Daniel Evenou peut le signifier. Pardon. Oui, aujourd'hui, je ne connais qu'une personne qui le tutoyait. Même Mendès-France, je ne crois pas. Non, même c'était Charles Hernu. Il y avait Charles Hernu, il y avait Jacques Chaban-Delmas de mémoire et Edgar Faure. Non, mais d'accord, mais je parle d'aujourd'hui. Hein. Oui. Philippe Moreau-Chevrolet qui est avec nous. Il n'y a plus personne. Consultant en communication politique, entre autres, et professeur à Sciences Po et senior partner chez Iconic. Rebonsoir. Est-ce que finalement Emmanuel Macron est son filtre? Alors Emmanuel Macron, il est sans filtre, mais il est surtout très moderne dans sa communication. Il essaie toujours d'être vraiment dans ce qui se fait dans l'actualité. Donc il choisit une plateforme TikTok qui est, pour moi, est contestable parce que on sait qu'elle est liée aux intérêts chinois. On sait que c'est pas une plateforme complètement objective en période d'élection. Hein. C'est assez problématique, mais elle est moderne. Elle s'adresse aux électeurs jeunes et ça permet surtout d'être dans un exercice où il est très très bon, qui consiste à répondre aux questions et à parler aux gens. Il est beaucoup
beaucoup plus naturel et beaucoup plus fort là-dedans que quand il est dans une déclaration un peu une allocution en fatigue, quoi. Ouais. Mais excusez-moi, Trump qui est quand même, on va dire ça comme ça, un peu brut de décoffrage, est-ce qu'à votre avis, il va apprécier que l'autre sur TikTok, avant d'aller le voir, dit bah écoute, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Est-ce qu'à votre avis, il risque pas de prendre un peu la mouche, quoi? Non. Alors, d'une part, il va pas lui dire exactement ce qu'il a dit. C'est de la communication et c'est de la négociation, et ça, Trump est constamment en train de le faire. Trump n'est que dans le rapport de force et la négociation. Donc on est, nous, très 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 léger par rapport à Trump, même s'il a dit des choses qui sont importantes. Il a dit qu'il fallait un rapport de force, il a dit qu'il était prêt à envoyer des troupes en Ukraine, il a dit qu'il fallait... En fait, en réalité, ce qu'il veut faire passer comme message, c'est que la France, avec sa puissance nucléaire, finalement redevient un acteur de tout premier plan en Europe. Les Allemands sont en train de dire qu'il va falloir s'appuyer sur la France pour avoir une protection nucléaire notamment. Donc on est dans un moment où il peut reprendre la main, Emmanuel Macron, pour dire oui, effectivement, l'Europe peut être sur le jeu. Nous, on a une puissance importante de l'Europe et peut-être le pilier de l'Europe en matière de défense, ou l'un des piliers. Donc j'ai ce rôle à occuper, qui est de résister maintenant à plusieurs adversaires géopolitiques des États-Unis, qui sont plus ou moins nos adversaires maintenant quand même. Et la Russie. Mais est-ce que Philippe Moreau-Chevrelet, justement, il se met pas à la hauteur de sa communication à lui? C'est-à-dire qu'il y a pas de filtre, il est très cash, il dit ce qu'il pense, il communique sur tous les réseaux sociaux, Trump, et donc du coup Macron se met à sa hauteur pour le parler d'homme à homme, en fait. Oui, ce qu'il faudrait qu'il fasse, qui serait vraiment très bien, c'est qu'il aille chez un podcasteur. Alors, le marché des podcasts aux États-Unis est extraordinairement développé et toute la campagne s'est déroulée sur les podcasts. Et il se trouve, il y a quelque chose d'intéressant, mais qu'il faudrait faire après. C'est aller voir le podcast qui est numéro 1 en ce moment, qui est un podcast anti-Trump, qui est passé devant Joe Rogan. Donc il y aurait un coup intéressant à jouer, soit en allant chez Joe Rogan, ce qui est classique maintenant, soit en allant chez les opposants à Trump, en partant, en faisant une interview en longueur comme les Américains savent le faire. Et au-delà effectivement de la stratégie de Macron, je pense que ce qui manque là quand même, c'est la coordination européenne. C'est-à-dire qu'on a quand même toujours l'impression qu'il y a des voix dissonantes et évidemment que l'Europe ne parle pas d'une seule voix. Et ça affaiblit forcément le message à la fois de l'Europe et de Macron à travers lui. Ça, je pense que s'il y a vraiment un sursaut à avoir, et c'est ce sur quoi Macron doit aussi travailler, c'est quand même la thématique européenne, relancer pas la construction européenne, mais pour le coup l'intégration européenne à proprement parler, et surtout sur la question de la défense, qui, comme vous le savez d'ailleurs historiquement, a toujours été justement le point de blocage à plusieurs moments. Le projet de la CED qui monte aux années 50, voilà, c'était déjà un point de blocage. Et ça a été une alliance entre les gaullistes et les communistes qui se sont mis contre la CED. Voilà. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est justement le moment, on est un peu au pied du mur, on va être contraint et éventuellement Macron peut jouer un rôle intéressant là-dedans. Philippe Moreau-Chevrelet. Absolument, la seule colonne vertébrale idéologique d'Emmanuel Macron, c'est l'adhésion européenne. Donc il a un coup à jouer sur ses dernières années de mandat pour laisser un testament politique qui soit celui-ci. Et puis on pense qu'il a des ambitions européennes pour la suite. Donc tout ça serait assez cohérent. Mais en tout cas, plus que ça, plus que les stratégies individuelles, on en a besoin en fait pour l'intérêt du pays. Bien sûr. Philippe Moreau-Chevrelet, il y a eu le Brexit il y a quelques années, en 2016. Est-ce que le Royaume-Uni étant la seule puissance nucléaire en Europe avec la France, on risque pas on ne devrait pas refaire une espèce d'entente cordiale 117 ans après, je crois que c'était 1908. C'est très juste et c'est ce qui est en train de se discuter en coulisses entre les différentes puissances européennes, c'est la réintégration de la Grande-Bretagne. Ah bah c'est bien, j'étais pas au courant. Et vous avez vu, il a dit que j'étais un grand stratège, Philippe Moreau-Chevrelet. Et c'est quelqu'un de qualité. C'est marrant, j'ai pas entendu parler. Lui, contrairement à vous, il dit du bien de moi. Macron va à Washington lundi, 2 jours après, il y a le Premier ministre anglais qui va aussi. Il y a quand même une alliance. Parce qu'on rentre dans une période d'histoire quand même un peu bizarre. Est-ce que ça veut dire, Philippe Moreau-Chevrelet, est-ce que ça veut dire quelque part, vous l'avez dit un peu entre les lignes, mais que finalement Emmanuel Macron n'est pas totalement fini dans la discussion et dans la diplomatie ni dans la stratégie? Ah non, là, il est complètement remis en selle et au premier plan. Donc, encore une fois, les conservateurs allemands, ce qui n'est pas leur habitude, viennent de dire qu'il faudrait peut-être qu'on discute avec les Français et la Grande-Bretagne pour être certain de pouvoir bénéficier de leur protection. C'est une déclaration historique, ils n'ont jamais dit ça. Voilà, c'est très étonnant. Donc, Emmanuel Macron réoccupe une position de premier plan. Après, c'est à lui de bien jouer cette partition. Ils avaient même fait une fin de non-recevoir en 1963 de mémoire.
Merci. Oui, c'est possible. Merci mille fois, Philippe Moreau-Chevrolet, d'avoir été avec nous. Consultant en communication politique, professeur à Sciences Po et senior partner chez Iconic. On vous souhaite un très beau week-end. Merci beaucoup, Daniel Evenou, d'avoir été avec nous. Bon anniversaire encore. Merci beaucoup, René Chies. Oui, merci beaucoup, Tom Conan. On se quitte parce que c'est l'heure d'Alex Priam. Bonsoir, Alex. Salut, Alex. Bonsoir à tous. Beau programme. Oui, du Brive Biarritz. Un ancien champion d'Europe contre un ancien vice-champion d'Europe. C'est quand même du beau. C'est du très beau, effectivement, ce soir sur Sud Radio, avec la Pro D2, la 21e journée de ce magnifique championnat, mais c'est un week-end 3 bandes aujourd'hui, ce week-end, puisqu'on a la Pro D2, le Top 14 et le tournoi Destination. Vous imaginez, vendredi, samedi, dimanche, 20h d'antenne rugby sur Sud Radio. Ça va boire de la bière, moi je vous le dis, ce week-end, attention. L'abus d'alcool. Pas nous, on peut pas à l'antenne. Non, pas nous. Menteur. Mais arrêtez de balancer des saloperies sur tout le monde, Philippe David. En plus, c'est même pas vrai. Non, c'est faux, c'est de la bière sans alcool. C'est ça. Bah oui. Alex est quand même très connu rue Princesse, enfin je dis ça. Alors là, franchement, celle-là, j'en connais d'autres à Sud Radio, et voilà, bon, on va écarler. Alex Priam, on est toujours tué par les siens. Il n'y a aucun souvenir, tu m'étonnes, Maxime. Tué par les siens, c'est pas possible ça. C'est dingue quand il peut balancer ce Maxime. L'Allegria, le pouce au cri, tout ça. C'est simple. J'ai jamais entendu parler. Les garçons, il va falloir payer vos additions d'ailleurs, ça serait bien d'en parler. Oui. Allez, Philippe David, quand tu veux. On vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup Max, merci beaucoup Aude, merci Félix Mathieu, merci Nelly, notre équipe formidable. On vous retrouve lundi. On vous souhaite un excellent week-end et on vous laisse avec le rugby. Le rugby comme tu l'as dit. Allez, et Alex Priam, on vous aime. Allez, bisous. Bon week-end. Tout le monde